Laissez Guillaume Canet vous embarquer avec Audi dans un voyage immersif à travers le temps et découvrez comment cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont su utiliser le silence pour marquer à jamais leur discipline. L'art du silence, une série podcast à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Le silence n'a jamais fait autant de bruit. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa. Je m'appelle Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes, sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Je suis ravie de débuter la semaine avec Jérémy Crédville, humoriste, comédien et chroniqueur. Après un premier métier dans le sport, Jérémy devient humoriste un peu par hasard suite à un discours de mariage qui fait sensation. À partir de ce moment-là, Jérémy enchaîne festivals, scènes ouvertes, petites et plus grandes salles. Aujourd'hui, on a pu et on peut notamment le voir sur France Inter, chez Arthur Ruquier, ou encore dernièrement dans l'émission Danse avec les stars. Mais c'est très loin des plateaux télé et des paillettes que j'ai reçu Jérémy sur mon podcast pour un témoignage tout en simplicité. Il nous raconte sa longue route pour passer de l'ombre à la lumière, ses méthodes de travail, la relation avec son public et ses confrères. On parle également de la liberté d'expression dans l'humour, du rôle de sa famille dans sa carrière. Un épisode que j'ai adoré et que je suis super heureuse de vous dévoiler. Si vous aimez le podcast, vous connaissez la chanson. 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes m'aiderait énormément. Belle écoute! Bonjour Jérémy. Salut Laura. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast L'Aléa. Ma première question, elle est très simple. Comment tu vas en ce dimanche? Original d'enregistrer un dimanche. C'est un dimanche reposant. C'est rare que je parte aussi tard de tournée parce que j'aime bien être avant midi chez moi. Et là, je suis à Genève aujourd'hui. Mais j'ai mon avion qui part à 14h, donc c'est assez reposant. Mais en général, je suis quelqu'un qui va bien. T'as ton avion qui part à 14h aujourd'hui? Ouais, ah bah oui. Hein. Ah oui, donc on n'a pas beaucoup de temps. Il part demain. Oui, moi je vis à Dubaï, il est 14h chez moi, donc je parlais par rapport à non. mon horaire à Dubaï, donc bon, c'est bon. On a un peu de temps. Non, ça va, je te dirai. L'avion va m'attendre. C'est mon avion privé, c'est pas vrai. Je vais tout de suite commencer par te poser des questions sur ton enfance. Jérémy, quel genre d'enfant étais-tu et à quoi rêvais-tu? Quel genre d'enfant j'étais, à quoi je rêvais? Je crois que j'ai aimé l'école jusqu'à ce que je comprenne plus trop à quoi elle me sert. Et j'aimais bien apprendre, mais en m'amusant. J'étais pas, tu vois, j'étais pas calme, mais j'étais pas chiant non plus. Bon, j'étais moyen en fait. Je suis en train de me rendre compte que j'étais un enfant moyen. À quoi je rêvais? Je rêvais d'être dans le milieu du sport, dans le milieu sportif, à part en troisième où j'ai rencontré une professeure de français qui était fabuleuse et hyper fascinante et qui m'a fait douter de mon orientation scolaire en me disant mince, finalement, prof de français, ça peut être aussi hyper intéressant quand c'est fait intelligemment. Tu rêvais du sport parce que, par exemple, tu avais des parents dans le sport ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Non, mes parents et ma famille en général, je suis assez loin de leur centre d'intérêt. Il y avait aucun, et quand je te dis dans la famille, mon père, ils sont 7 frères et sœurs, ma mère, ils sont 9 frères et sœurs, et ils ont quasiment tous 3 voire 4 enfants. Donc on est nombreux dans la famille. Et il y avait que moi qui est parti dans le milieu sportif. Moi, j'ai fait du rugby de façon quasi professionnelle, c'est-à-dire qu'on était payé pour jouer au rugby. Et dans ma famille, personne n'avait fait de sport. Et après, quand je suis parti dans le milieu artistique, bah, c'est pareil, je suis
suis le seul de la famille. Je me suis demandé à un moment si on m'avait pas adopté ou si je venais de pas d'ailleurs. Mais non, non. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Alors ma maman, elle est assistante maternelle, donc elle garde des enfants à la maison, ce qui fait que j'ai été entouré d'enfants moi très rapidement. Et j'ai fait 10 ans d'animation, tu sais, j'étais animateur en centre aéré pendant les vacances, j'adorais ça, je faisais même ça après l'école. Et mon papa, il bosse dans une boîte d'import-export, il est cadre. Ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé dans cette entreprise à 16 ans, il chargeait les palettes dans le camion, et après, peu à peu, il a gravi les échelons, là, il dirige la boîte. Donc je trouve ça cool comme parcours professionnel pour mon père de dire, il démarre tout en bas de l'échelle de l'entreprise, et là, il la dirige. Oui, c'est clair, c'est une belle ascension. Je trouve que la famille a un rôle particulièrement important dans le fait de soutenir ou pas dans tes passions. Toi, est-ce que tes parents te soutenaient dans le sport et dans le fait de vouloir faire du sport à haut niveau et puis le fait aussi de vouloir en faire finalement ton métier? Mes parents m'ont jamais freiné dans mes envies. En fait, ils m'ont jamais poussé à faire quelque chose, mais ils m'ont jamais non plus dit tu devrais pas aller là-dedans. Donc non, non, c'était un soutien euh, assez important. Ils venaient pas non plus me voir à tous les matchs, mais je sentais que en fait, ils ont toujours des doutes, mais avant de dire le fond de leur pensée, de m'annoncer leurs inquiétudes, etc. Ils me laissaient faire. Et puis si ça prenait, tant mieux pour moi. Et si ça ratait, peut-être qu'ils ont parlé, tu vois. Et après, si on parle un petit peu du collège, du lycée, des études supérieures, tu vas jusqu'où, toi, dans les études? Je suis allé jusqu'en Master 2, entraînement, préparation physique, nutritionnelle et mentale. Ils m'avaient proposé le doctorat, mais j'avais plus d'intérêt à aller là-bas. Je suis assez scolaire, j'aime bien moi, l'école, et je sais pas si j'aimais l'école pour les cours ou pour l'ambiance qu'il y avait là-bas. En fait, j'aime bien apprendre des trucs. Et à partir du moment où je juge que ce qu'on m'apprend ne m'est pas utile, bah, je fais des blagues. Et non, non, j'adorais ça, moi, collège, lycée, fac. Fac, c'est encore mieux parce que tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour être coach sportif à domicile. Il y avait des cours genre économie ou anglais. Moi, dans mon métier, ça m'aurait pas forcément servi. L'anglais, maintenant, il suffit de regarder des séries sous-titrées et après tu regardes la même série sous-titrée en anglais et après tu regardes la même chose sans les sous-titres. Il y a d'autres moyens d'apprendre. Ah non, mais c'est clair. Aujourd'hui, si tu veux apprendre l'anglais, en soi, tu peux. Et c'est pas l'école qui joue un grand rôle dans l'apprentissage des langues. Ça, on le sait. L'école française, elle n'est pas réputée pour ça. Donc ensuite, tu deviens coach sportif. Ouais, j'ai fait ça pendant mes 2 dernières années de fac. Qu'est-ce que ça t'apportait le sport et qu'est-ce que ça t'apporte si tu en fais à côté encore, si tu as encore le temps? Oula, quand j'ai un peu de temps. Non, je pense que c'est un bon moyen de ne pas penser. Euh, En fait, quand tu fais du sport, j'ai pas l'impression que tu sois en capacité d'avoir des pensées un peu négatives, ou du moins, ça les réduit. Et c'est peut-être pour ça que je suis optimiste. C'est-à-dire que je me suis mis dans le sport très tôt, et je suis pas mu par des pensées négatives. Enfin, j'en ai très peu, je me suis déjà rendu compte de ça. Je suis une nature très optimiste et ça vient peut-être du sport. Je sais pas, je saurais pas te dire là. C'est fou. Je trouve que si jeune, tu te sois dit, ça m'empêche de penser. Est-ce que tu penses peut-être que tu avais peur d'avoir des pensées parasites ou négatives? Bah, si rétrospectivement, je sais pas si j'en aurais eu si j'avais pas fait de sport, ou en fait je me suis toujours caché derrière un truc, soit le sport, soit l'humour. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de très démonstratif, on pourrait croire, mais non. Je cache pas mal mes sentiments, et je sais pas si c'est le sport qui m'a fait. Je saurais pas te dire là-dessus. Hmm, c'est intriguant à creuser. J'imagine que le sport, ça donne pas mal de valeurs fortes dans le dépassement de toi-même. Ouais, je suis content d'être passé par le rugby, parce que j'en ai fait combien de temps? 12 ans, et j'aime bien les valeurs que ça prône, et le fait d'avoir plein de morphologie au sein d'une même équipe, et que l'équipe ne peut que fonctionner si t'as des petits, des grands, des gros. Ça marche pas si t'as que des petits, que des grands, que des gros.
ou que des musclés, ça marche pas. J'aime bien cette idée que pour faire un truc homogène, il faut que ça vienne de l'hétérogénéité. Donc si on parle aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas sportif, tu es Non, humoriste. eh non. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans l'humour à cœur et à corps perdu, j'ai envie de dire? Dans le sport, j'ai vite atteint mes limites. Ça veut dire que même si je m'entraînais, j'avais atteint mon seuil. Ça veut dire que j'avais beau m'entraîner plus que les autres, j'arrivais pas à être forcément meilleur que les autres. En fait, il y a euh, le talent et le travail, mais le travail peut mordre un peu sur le talent, mais s'il manque cette once de talent, ce pourcentage qui fait que tu fais partie de l'élite, ça marchera pas. T'auras beau bosser toute ta vie, ça fonctionne pas. Et donc moi, j'avais vite atteint mon seuil. Et l'humour, j'ai découvert que je faisais ça depuis longtemps, mais sans en avoir l'ambition d'en faire un métier. Et que je prenais beaucoup de plaisir, plus de plaisir à donner du plaisir aux gens finalement, que de moi à me faire mal, entre guillemets. Parce que le sport, tu mets ton corps à rude épreuve. Enfin, ça dépend à quelle mesure tu le fais. Moi, comme je le faisais de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'entraînait le matin, le midi, le soir, et qu'on avait les matchs les week-ends. Euh, Au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je m'amuse pas, je me fais mal là. Et j'avais besoin de m'amuser, d'amuser les gens, donc je suis arrivé dans l'humour vraiment par hasard. Parce que moi, c'est un ami à moi qui s'est marié, il m'a pas choisi comme témoin à son mariage. Et du coup, moi, je fais les 10 pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin, de façon humoristique, pour animer la soirée. Et sa nana qui était comédienne m'a inscrit à un concours d'humour. J'ai gagné ce concours d'humour, et le gagnant de ce concours devait faire 3 dates avec un spectacle complet l'année suivante. Mais moi, j'avais juste un sketch de 10 minutes sur un mariage, quoi. Et donc j'écris ce spectacle durant l'année où je faisais du coaching entre deux. J'avais arrêté le rugby. Et il s'avère qu'en faisant mes 3 dates, eh ben, il y a des programmateurs lillois qui m'ont reprogrammé dans leur salle. Donc c'est venu comme ça, quoi, petit à petit. Et le jour où j'ai su que je voulais en faire mon métier, parce que c'est pas tout de suite où je me suis dit en faisant ces 3 dates, bah ça y est, je vais être humoriste. Moi, je fais ces 3 dates en me disant, je vais jouer 3 fois devant des potes et puis voilà, ça sera fait. J'aurais fait ça de ma vie, je trouve ça cool. Euh, non, c'est parce que j'ai fait la première partie d'un mec au théâtre Sébastopol, donc il y a un 1500 places. Et ouais, j'ai pris un quart d'heure, j'ai pris une belle claque, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, d'accord, on peut faire kiffer 1500 personnes comme ça. T'es un super-héros, quoi. C'est-à-dire que ton pouvoir, c'est de faire rire. Et t'as une emprise, tu peux prendre un public, tu peux prendre 1500 personnes et capter un auditoire de 1500. Alors ça doit être un ego peut-être mal placé, j'en sais rien. Mais le fait est que, bizarrement, euh, converser avec une personne que je connais pas dans la vie courante, je vais avoir un peu de mal, ça va me rendre timide. Mais faire ça devant 1000 personnes, j'ai l'impression d'être le mec dans La Cité de la Peur, là. Tu peux converser avec 1000 personnes une fois, mais pas une fois avec une personne. Et tu te caches aussi derrière des personnages. Ouais, je l'ai fait 10 ans et là, mon nouveau spectacle, ça parle un peu plus de moi, ça parle aussi de mes échecs. En fait, je crois que je me suis caché derrière le fait que les gens ont envie de te voir réussir, mais non, je pense que les gens, ça les rassure de devoir réussir en sachant que tu as raté. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'émission La Danse avec les stars, c'est parce que je savais que c'était pas du tout ma zone de confort et que j'avais pas envie de me cacher, j'avais pas envie de rester justement dans ce que je savais faire. J'avais envie de moi, me voir dans une situation inconfortable et voir comment je m'en sors. Tu savais que tu avais cette casquette humoriste, enfant, adolescent? Euh, J'adorais faire rire ma classe pendant les cours et surtout dans les intercours. Je me rendais compte que j'imitais mes profs pendant les intercours. Tu sais, le prof qui allait venir, je l'imitais. Et c'est un moment en cinquième, un prof qui m'a vu faire ça. Il fait, mais tu fais tout le monde comme ça? Et je dis, bah ouais, j'étais un peu gêné parce que j'avais pas vu arriver dans la classe. Il dit, mais moi aussi tu me fais? Je dis, bah ouais. Du coup, je l'ai fait. C'était la première fois que je faisais ça devant un adulte. Pareil, dans le bus au rugby, j'imitais les joueurs ou les. Ça me faisait rire de. Mais je pensais vraiment pas en faire un métier, ça m'amusait de le faire. Et en plus, il y a beaucoup de candidats pour très peu qui réussissent à faire ce métier finalement, donc on n'y pense pas forcément. Ouais, ouais, et puis. Non, c'est ça, et puis. Je l'ai pas fait, tu sais, je suis pas de la génération Ruquier quand il a lancé son émission Là on demande qu'à en rire. Il y a eu beaucoup de vocations qui sont nées de cette émission. Je recevais beaucoup de messages de. Alors moi je l'ai faite cette émission, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de le faire en fait. C'est juste qu'on m'a inscrit à l'émission parce que justement je faisais le con dans le bus. Mais oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant.
Et du coup, il y a beaucoup de gens meilleurs qu'avant, mais il y a aussi beaucoup plus de déchets. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, il y a une once de talent et beaucoup de travail. Et il y en a qui ont juste du talent et qui vont faire un buzz sur une vidéo de quelques secondes, mais qu'après, ça va être compliqué d'assurer parce qu'ils n'aiment pas travailler. Et puis, il y en a qui travailleront toute leur vie et qui n'auront jamais la chance d'avoir plus d'une centaine de personnes dans la salle, ce qui est très bien, hein. Moi, je pense que j'aurais pu faire ce métier en jouant devant une cinquantaine de personnes tous les soirs. Ça m'aurait pas gêné. Tu penses qu'il y a une question de chance dans ce métier aussi? Il y a trois facteurs. Il y a vraiment talent, chance, travail. Sachant que le travail doit être la part la plus importante. Si tu as beaucoup de chance, mais que tu travailles peu et que tu as peu de talent, à un moment donné, ça va se voir et ça va retomber et la chute risque d'être difficile. Si tu as beaucoup de talent mais que tu travailles pas et que t'as pas de bol, personne va te voir. Enfin, tu vois, ce petit trio-là, je pense, ce facteur chance-travail, qui est important dans ce métier-là. Ouais. Sachant que les parts, comme je te disais, c'est le travail avant tout. Et donc, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, Jérémy, je vais pouvoir en faire mon métier? Je me le suis dit, en fait, quand moi, donc j'ai fait ce concours d'humour là que j'ai remporté, j'avais donc 1 an pour préparer mon spectacle. Ça, c'était en mars 2010. En juin 2010, s'ouvre le Spotlight à Lille, qui est un café-théâtre, le premier café-théâtre lillois. Il ouvre le 18 juin 2010, et moi, je me présente ce 18 juin 2010 parce qu'il y avait la première scène ouverte. Donc, scène ouverte, c'est 5-6 artistes qui viennent faire un sketch devant un public. Seulement, comme c'était la première scène ouverte, il y avait 5 personnes dans la salle ce soir-là. Et les 5 artistes qui devaient passer sur scène, eux, ils avaient l'habitude, donc ils sont tous barrés. Ils ont dit, bah nous, on joue pas devant 5 personnes. Moi, j'étais là, je devais bosser mon sketch pour préparer tout un spectacle complet, donc j'ai joué devant ces 5 personnes. Il s'avère qu'au fond de la salle, il y avait le parrain du lieu qui s'appelle Eric Barr, qui est un imitateur, qui lui jouait, donc ça c'était un mardi soir, il jouait le vendredi soir devant une salle pleine dans le Spotlight, donc à savoir 150 personnes. Et il me dit, t'as joué le jeu, je suis le parrain de ce lieu, je te veux en première partie samedi. Donc je suis passé de 5 personnes à 150 personnes le samedi. Ça a super bien marché. Et son producteur était là le samedi soir. Il dit, on cherche une première partie pour Eric dans 2 mois au théâtre Sébastopol, qui est un 1500 places, qui est en face du Spotlight. Donc je suis passé de 5 à 150 à 1500 en l'espace de 2 mois. Et ouais, et c'est le soir où j'ai joué devant ces 1500 personnes, où je me suis dit, ok, si ça, je peux en faire un métier, et que je peux vivre ça 3 à 4 fois par semaine, je me lance, je tente. Et donc j'ai pris une année sabbatique en même temps que mes coachings. J'avais réduit mes coachings. J'avais fait en sorte de, tu sais, j'avais fait mes calculs. Faire autant d'heures de coaching, ça me payait mon loyer, ma bouffe et j'en avais assez. Et j'essayais de jouer au maximum, que ce soit au Spotlight, en première partie. Je me rappelle, je prenais la voiture, je jouais à 2 heures de route de chez moi dans un petit patelin devant 70 personnes, mais j'étais super content de le faire. Je gagnais que dalle, mais j'avais le coaching entre deux. Et quand j'ai joué donc mes 3 dates, il y a eu des programmateurs qui m'ont reprogrammé dans la métropole lilloise. Puis un mec qui dirigeait une compagnie d'impro professionnelle qui m'a vu, qui m'a proposé d'intégrer cette compagnie, de donner des cours. Donc j'ai vite eu le statut d'intermittent du spectacle. Et donc j'avais un revenu qui était assuré. C'est finalement la multiplicité du jeu qui t'ouvre des portes. Comment tu apprends ton métier? Comment tu apprends la scène, l'apprivoisement de la scène? Est-ce que tu as eu des mentors? J'ai eu peut-être la chance de pas avoir eu une éducation culturelle, à savoir, j'allais pas au théâtre et je regardais pas forcément les humoristes à la télé. J'étais ailleurs, soit je faisais du rugby, soit je bouquinais, mais j'étais pas très télé et théâtre. Et du coup, j'avais pas forcément de mentor et j'ai appris en jouant. Et j'ai aussi appris en me plantant. Ça veut dire que quand ça marchait pas, plutôt que de refaire le même sketch, j'essayais de voir pourquoi ça marchait pas, d'essayer d'améliorer le truc. Je filmais, j'enregistrais jusqu'à ce que ça marche, quoi. Et c'est aussi en jouant beaucoup parce que je jouais par exemple à Lyon, j'ai joué pendant 2 ans du mardi au samedi non-stop. Et ce qui était génial et qui était une bonne école, c'est que c'était dans une petite salle, une petite cave où il y avait vraiment 2 lumières et une platine CD, donc tu peux pas te cacher derrière les effets lumineux. C'est juste toi qui dois emporter le public. Et le fait de jouer du mardi au samedi, c'est bien parce que le samedi, tu as du monde, la salle est pleine, tu as 80 personnes, et arrive le mardi où c'est pas un jour de sortie, et où tu joues devant 4, 5. Et il faut être
aussi puissant devant 4-5 personnes que devant une salle pleine. Et t'es jamais aussi bon que quand t'es bon devant 4. C'est-à-dire que c'est facile de faire rire beaucoup de gens parce que le rire c'est une onde. Quand tu vas voir un spectacle entouré de gens que tu connais pas, tu vas être porté par le rire. Tu sais pas pourquoi, tu rigoles. Quand tu regardes un truc très marrant chez toi, seul, tu vas, tu vas rire, mais il y a très peu de fois où finalement tu vas éclater de rire comme tu éclaterais de rire avec d'autres personnes. Donc c'est plus simple de faire rire des grosses salles que des petites. Ouais, c'est vrai. Et en plus, tu peux tester aussi du coup ton public plus facilement, j'imagine. En 2016, tu rentres au Jamel Comedy Club. Est-ce que c'est le Graal? Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais? Euh, J'en rêvais pas forcément parce que le Jamel Comedy Club avait une image plutôt côté urbaine, tu sais. Et moi, pour le coup, le blond qui met des chemises, j'étais un peu casé dans le milieu bourgeois, alors qu'on gagne pas de thunes hein, dans la famille. Mais donc j'étais je suis un peu atterri, j'ai un peu atterri là-dedans comme un cheveu sur la soupe. Mais il s'est avéré que le cheveu sur la soupe, bah, il a pris le passage était pas si mal que ça. Et je me sentais pas mal à l'aise moi dans le Comedy Club. Donc non, j'étais content de le faire. Ma production qui bossait avec moi, Olympia Prod, ils se sont dit aussi, c'est la première fois qu'on voit un mec qui est sur France Inter, au Jamel Comedy Club et sur Vendredi Tout est permis, tu vois, chez Arthur. Et c'est bien et c'est pas bien parce que c'est des multiples casquettes et j'ai l'impression que en France et même de manière générale un peu partout, on aime bien, ça rassure les gens de savoir ce que le mec fait. Ça veut dire qu'il faut une case. C'est vraiment très compliqué d'être multicasquette. Ah non, mais c'est clair. Non, non, C'est mais c'est ouf. clair. Mais moi, je remarque la même chose Ouais, dans mon domaine, enfin, dans plein de secteurs d'activité. Si t'es pas ouais. expert, si t'es pas reconnu comme expert, comme spécialiste, on te prend. Enfin, c'est comme si on te considérait un peu moins ou comme si ça te dérangeait de pas pouvoir te mettre dans une case. D'ailleurs, j'avais interviewé Marielle Barbe sur mon podcast, qui est slasheuse et qui m'expliquait en fait, pourtant l'importance et le besoin des slashers dans notre société. Donc, je comprends tout à fait. Après, moi, le problème, c'est que je m'estime moyen partout. C'est-à-dire que je vais jamais exceller à un niveau. Tu vois, sur France Inter, je fais quelques petites chansons. Bon, je chante juste, et je vais pas créer d'émotion grâce à ma voix. Euh, sur la scène humoristique, je sais que je ferai pas de zénith. Euh, à Danse avec les stars, je sais que j'irai pas en finale. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs comme ça. Je sais faire plein de trucs, mais moyennement. C'est peut-être ça aussi qui te nourrit. Oui, et puis j'ai découvert aussi que ma casquette à moi, enfin mon truc à moi, ma ligne à moi, c'était d'en faire plein, de faire plein de choses. J'aime bien, tu vois, je suis en équipe de France d'impro aussi. Enfin, ça me plaît, moi, justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est être sur scène et proposer des choses. Même si elles sont différentes, ça me va. Et moi, c'est ce qui gênait ma production parce que elle dit, mais quand le public vient nous voir, il sait pas ce qu'il vient voir. Mais oui, mais moi, je sais pas non plus forcément ce que j'ai envie de faire à l'instant T, tu vois. L'année prochaine, je sais pas s'il y a un truc pour l'instant que j'ai pas testé, que je testerai et que j'aurais envie de proposer aux gens. Et justement, on va reparler de tout ce que tu fais un peu plus tard dans l'interview. Mais d'abord, j'avais envie de savoir, est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a fait passer finalement de l'ombre à la lumière? C'est Philippe Lelièvre qui, en fait, il n'y a pas de dans ce milieu-là, il n'y a pas de petit projet. Ça veut dire que, je t'explique, je fais une émission sur Gulli, Time's Up avec des enfants. Je suis dans une équipe avec deux gamins de 8 ans et Philippe Lelièvre, il est dans l'équipe adverse avec deux enfants de 7 ans. C'est la première fois qu'on se rencontre avec Philippe Lelièvre dans l'émission et elle se passe bien et il me trouve cool. Et le soir venu, il devait dîner avec Arthur et Arthur cherchait des nouvelles têtes pour son émission Vendredi Tout est permis, tu vois. Et Philippe dit, mais j'étais cet après-midi avec un mec qui est super cool, il est hyper généreux, justement, il vient de faire le Jamel, enfin, il commence à être connu tout doucement. Teste-le sur ton émission. Vendredi Tout est permis avait lieu une semaine plus tard. Moi, je me souviens, j'avais une date à Colmar et tout. Arthur me dit, non, non, mais attends, fais l'émission, on s'arrangera pour t'emmener à Colmar le soir, machin. Donc, je le fais. L'émission se passe super bien et je devais justement rester 3 jours à Colmar. Et lui, euh, tous les jours, il me faisait revenir pour tourner plus d'émissions, quoi. Je devais en faire une et j'en ai fait 5. Et c'est en rentrant, je pense, dans cette émission que les gens se sont rendus compte que j'avais pas.
j'étais pas une diva, ça veut dire que j'ai pas d'exigence, je m'en fous s'il fait froid dans ma loge, c'est pas grave s'il y a pas de coiffeur, et je fais le taf dans l'émission, ça veut dire qu'on me demande d'être marrant, je le fais, et je demande pas à être plus payé qu'un autre ou à être, enfin, j'ai pas d'exigence particulière, je reste cool, je change pas en fonction de qui j'ai en face de moi, je reste moi-même et je cherche pas à être exubérant. Si je suis timide et que j'ai envie de rester au fond du canapé et de lâcher quelques blagues de temps en temps, je le fais. Et mine de rien, ce que m'ont dit les producteurs, dont Arthur, dans l'émission de Vendredi Tout est permis, c'est que il manquait de, comme il disait, de smart talk. Ça veut dire que euh, des vannes où tu les as pas tout de suite, ils en avaient pas en fait, de mecs qui faisaient des blagues qui sont pas forcément, que tu comprends pas forcément direct. Il faut un peu réfléchir, tu vois. Donc ils aimaient ce côté-là. Ça rendait leur émission un peu plus classieuse finalement, tu vois, de pas avoir que des proutes avec des dessous de bras. Donc je crois que ouais, ça fait un petit changement. C'est aussi une femme, Émilie Quindinis, qui est l'attachée de presse de Florence Foresti et qui est aussi productrice dans Olympia Productions, qui a produit mon spectacle. Elle est venue le voir à Paris, elle est venue 9 fois sans jamais me dire qu'elle venait. Et en fait, ces 9 fois, elle a vu qu'il y avait un public différent, à chaque fois hyper hétérogène, et ça l'amusait de voir qu'il y avait des familles qui venaient avec leurs enfants, des seniors, des gens qui étaient de ma tranche d'âge, qui avaient la trentaine, qui passaient tous un bon moment. Et tu avais aussi enfin, toutes des origines ethniques différentes. Elle trouvait ça intéressant. Du coup, ça a aussi été une part d'entrée. Tu parles de ton spectacle Je suis parfait et encore je suis modeste. Ouais, ouais, qui a beaucoup changé. Je l'ai joué pendant 7 ans celui-là, mais au départ, ouais, Parfait Modeste, ça m'est venu d'un. Tu sais, il y avait ce gars-là, comment il s'appelle? Michael Vendetta, qui avait fait la bococitude, machin, et en fait, Oui, je me oui, dis, on le croise putain, mais pas mal dans les soirées c'est parisiennes. ça. Il est encore là? Alors aujourd'hui, je sais pas, je vis à Dubaï, mais il y a 4 ans, quand j'étais à Paris, je le voyais encore. Il Ouais. m'arrivait encore de le croiser. Oh là là, qui avait créé ce truc, la bococitude, et je me suis dit, mais ce mec, c'est un personnage. Et moi, j'avais fait tout un spectacle autour d'un personnage qui avait ce caractère-là, quoi. Qui était bête comme ses pieds, qui avait l'impression d'avoir du charisme, alors qu'il avait le charisme d'une porte de cave. On coupera s'il nous écoute. On l'embrasse. Ouais, grave. Justement, j'ai envie de parler de ton processus de travail, que ce soit pour tes spectacles, que ce soit pour tes chroniques radio, que ce soit pour tes chroniques à la télé, tes passages télé. Comment aujourd'hui tu travailles? Je m'y mets tard. Je sais que euh, mon premier spectacle, et même, c'est comme ça depuis le début, c'est-à-dire que mon mémoire pour mon master, je l'ai fait, je devais le rendre le vendredi et je l'ai commencé le jeudi matin. Un mémoire, donc c'est plutôt long à faire, mais je l'avais déjà mûri dans ma tête. Et pour les spectacles, c'est un peu pareil. Je sais que ma première, c'était le 7 janvier 2011 et que j'avais commencé à faire divers sketchs à partir de ouais, mai-juin, mais j'avais vraiment fait le point final de mon spectacle le 7 janvier à 19h30 et je jouais à 20h30. Je travaille vraiment. Je suis un mec de la dernière minute, mais je pense que l'inspiration n'est jamais aussi bonne. En fait, la deadline, c'est ta meilleure inspiration. Là, pareil, sur France Inter, j'ai une chronique par semaine. J'arrive jamais à m'y mettre avant le mercredi. C'est tous les jeudis et c'est. Tu vois, là, je pourrais déjà être dessus. J'avais un peu de temps ce matin, mais j'ai pas de. Il y a rien qui me viendrait. Donc, je sais que je travaille tard, vite et tard, et que j'ai tendance à laisser mûrir des idées dans ma tête. Et je me dis, si elles sont bonnes, elles seront toujours là dans une dizaine de jours. Si elles sont pas bonnes, elles partiront. Est-ce que tu as le trac? Non, c'est ça aussi qui me fait dire que je suis peut-être à ma place. Et en même temps, il y en a beaucoup qui disent le trac, ça vient avec le talent. Euh, je me suis vite senti à ma place vraiment sur scène dans l'humour. Et les rares fois où j'avais le trac, ça se passait mal. Alors, est-ce que c'était un sort de sixième sens parce que j'avais ça aussi en match de rugby? À chaque fois que j'avais la boule au ventre avant un match, je me blessais pendant ce match. Ou est-ce que c'est parce que j'avais cette boule au ventre que je me blessais? J'en sais rien. Est-ce que c'est un signe annonciateur d'un truc qui va mal se passer? Ou est-ce que c'est parce que j'ai ce truc-là que je vis mal la chose? J'en sais rien. Mais les rares fois où j'ai eu le trac avant de jouer, ça s'est plutôt mal passé. Et peut-être que t'y mettre plus tard, finalement, ça t'empêche d'avoir le trac? Ouais, peut-être. Et c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai commencé par l'improvisation. Ouais, et l'improvisation, tu prépares pas. Enfin, l'improvisation, ça s'improvise pas. Ça veut dire que tu as beaucoup d'entraînement sur comment construire un personnage, comment construire une histoire, créer des lieux, bosser sur le mime, le bruitage, etc. Mais au moment T, tu sais pas ce que tu vas faire
avant qu'on te donne un thème et une durée. Et comme en impro, je m'en sortais tout le temps, j'ai jamais été inquiet en me disant il faut que ce soit prêt des semaines à l'avance pour que ce soit bien. C'est pas parce que tu le prépares longtemps avant que ça va être canon, et c'est pas parce que tu le fais au dernier moment que ça peut pas être fait de façon professionnelle. Moi, je sais que j'arrive pas à bosser en avance, c'est impossible, tu vois. J'ai le festival de Montreux à préparer, là, que je joue la semaine prochaine, le week-end prochain, 4 et 5. Bon, là, on l'a préparé, mais c'est parce qu'on est en binôme et que les instances du festival nous demandent justement d'envoyer les textes avant. Et moi, je sais que là, je vais trouver d'autres vannes la veille du spectacle, c'est sûr. En fait, tu les écris la veille et après tu te dis, ok, j'y vais. Ouais, ou elles sont dans ma tête et je les joue et c'est en les jouant. J'enregistre tout le temps quand je joue. Ou j'écris après. Mais ouais, je sais que j'ai mon disque dur dans ma tête. Toi, aujourd'hui, tu bosses sur des formats qui sont très différents. Donc, pour la radio, pour la télé, on l'a vu. Toi, quel format tu préfères et qu'est-ce qui te fait le plus de bien, en fait, dans tout ce que tu fais? Il y a du pour et du contre dans chaque format. Mais je sais que, mine de rien, l'improvisation, ça roule pas mal de choses. Je me sens plus libre en impro que sur les autres formats, par exemple. Et ça reste un épisode scénique, ça veut dire que je suis sur scène face à des gens. Et ça, j'aime beaucoup. Tu vois, la radio, c'est un média intéressant parce que tu n'entres chez les gens que par la voix. Et il faut créer quelque chose qu'avec ce média-là. Mais ça manque de, tu vois, tu les rencontres pas, quoi. C'est-à-dire que tu touches plus de gens parce que potentiellement il y a 2 millions de personnes qui t'écoutent. Mais, euh, mais ouais, et le spectacle écrit, je sais que c'est assez frustrant quand ça marche pas. Quand c'est improvisé et que ça marche pas, bah c'est improvisé, donc c'est pas grave. C'est pas écrit. Quand c'est écrit et que ça fonctionne pas, bah tu peux en vouloir qu'à toi. Il n'y a pas de mauvais public, hein. Ça n'existe pas. Euh, il faut juste trouver le moyen de capter ton auditoire. Ça peut parfois prendre plus de temps, mais un mauvais public, ça n'existe pas. C'est toujours un artiste qui sait pas s'adapter. Et ouais, non, je crois que je préfère l'impro. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'importance de la spécialisation dans ton domaine, toi, comment ça se manifeste pour toi? Enfin, comment tu vois un petit peu que finalement le public préférerait que tu te spécialises? Bah, je crois que c'est par rapport simplement au remplissage de salles. Je pense que je peux pas pour l'instant faire une grande salle. Enfin, ça dépend où. À Lille, je peux me permettre de faire des salles intéressantes, mais en même temps, je sais pas, je l'ai pas encore tenté. Là, je voudrais tenter une cigale à Paris là pour 2022. Je sais pas comment réagiraient les gens, mais je crois que c'est en termes de réservation. Moi, quand j'étais encore à Olympia Productions, j'étais avec Guillermo Guise, Romain Fressinet et Marina Rollman, qui eux étaient complets 3 semaines à l'avance. Moi, j'étais complet, mais juste le soir même. Ça veut dire que le matin de mon spectacle, il restait encore des places. Et le soir, on était complet, mais tu vois, j'avais ce truc de mes collègues, entre guillemets, eux, ils ont 3 semaines d'avance. C'est-à-dire que le matin, en se levant, ils savent que c'est complet, et c'est même complet 2, 3 semaines à l'avance. Et moi, ma production me dit, en fait, comme les gens, il n'y a pas de ligne directrice dans ta carrière, et ils peuvent te voir, s'ils ont envie de te voir sur la une chez Arthur, ils peuvent. S'ils zappent sur France 2, bah, ils vont te retrouver dans l'émission Tout le monde a son mot à dire d'Olivier Mine. Sur Canal+, on va te voir dans le Jamel Comedy Club ou dans des formats courts. S'ils allument leur radio, tu seras là aussi. Donc, ils n'ont pas besoin de venir te voir sur scène, en fait. Tu vois, il y a ce truc-là. Comme je suis un peu partout, si on veut me voir, on n'est pas obligé de se déplacer. Alors arrête-moi si je me trompe, mais on a l'impression que tout a été fluide, tout a été un jeu d'enfant, que tu n'as pas galéré, mais je crois peut-être me tromper. Quelle est ton impression et ton avis sur cela? Eh ben, tu mets 10 ans à être connu du jour au lendemain. Ça veut dire que moi, j'ai commencé en mars 2010. Et tu vois, le Jamel Comedy Club, c'est venu en 2016. Donc tu vois, il y a eu déjà 6 ans avant qu'on ne se dise on peut potentiellement le mettre en télé. Et les 6 années qui ont précédé la chose, quand le Jamel m'a repéré, moi ça faisait déjà un an que j'étais sur Paris. Je suis arrivé à Paris en 2015, où je jouais 4 fois par semaine. Et les 2 années précédentes, j'étais à Lyon, où je jouais du mardi au samedi, toute l'année, euh, sauf le mois d'août. Donc de septembre à juillet, du mardi au samedi,
tous les soirs à 21h30, tout le temps, pendant 2 ans. Ce qui représente une charge de travail assez importante, conséquente, et pour que ça ait l'air facile, il faut qu'il y ait des années d'entraînement avant. C'est-à-dire que tu vois des joueurs de foot là, pour qu'ils mettent des buts, c'est que ça fait depuis leurs 4 ans qu'ils ont un ballon dans les pieds tout le temps. Donc des galères, il y en a eu, mais je mets pas le doigt dessus, sauf dans mon dernier spectacle, où justement je raconte que je réussis pas tout le temps. Et c'est même mieux en fait, tu savoures plus ta réussite quand t'as galéré avant. Si, je sais pas moi, le matin avant d'aller bosser, tu tentes de mettre un panier et tu le mets tous les jours, bon, bah c'est cool, mais si genre pendant 2 ans tu le rates, ce panier tous les matins, et un matin tu le mets, t'imagines la joie que tu éprouves? Ouais, c'est un peu ça en fait Mais non, non, Je te dis, moi avant 2016, on parlait pas beaucoup de moi, et encore en 2016, il y a eu un passage au Jamel, mais c'est tout. Je pense que les gens commencent à voir qui je suis depuis 1 an ou 2 grand max. Vraiment, quand tu dis Jérémy Crédville, déjà les gens voient pas forcément, tu montes ma tête, tu fais, ah oui, d'accord, ouais. Je reste le blond de chez Arthur ou le blond de France Inter. Justement, depuis que les gens voient qui tu es, beaucoup mieux, comment tu fais pour que cette notoriété naissante ne te pende pas à la tête? Et ben ça, je remercie mes potes du tout début. Quand moi j'ai commencé au Spotlight et que je faisais ce personnage à la con là, inspiré de Michael Vendetta là, euh, qui était justement très égocentré. Et en fait, ça marchait bien au Spotlight. Et j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir. Et le personnage prenait un peu le dessus sur moi. Ça veut dire que je commençais un peu à me la péter à Lille, machin. Et mes potes m'ont dit, hé, t'es rien. Va jouer à Marseille, y a personne qui te connaît. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, je sais que je suis pas grand-chose et que quoi que je fasse, il y aura beaucoup plus de gens qui ne me connaîtront pas que l'inverse. Et il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ce que je fais. Et du coup, ça me permet de pas justement avoir le melon. Et je sais pas, je crois que c'est plus simple aussi quand tu gardes la tête sur les épaules, les pieds sur terre. En fait, rester simple, ça te permet d'accéder à des choses beaucoup plus sympathiques que quand tu te comportes justement comme une diva. Je te disais tout à l'heure, toutes les petites émissions que je fais, là, les gens sont ravis que je vienne travailler avec eux, et moi aussi, je suis super content. Je parle à tout le monde, c'est pas parce que t'es cadreur que je vais pas te dire bonjour. Il y en a qui se comportent comme ça hein, dans le métier. Ça a mis du temps à arriver, mais la notoriété, il y a eu. Ça arrivait. En fait, ça peut repartir aussi, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que je profite de l'instant parce que je sais très bien que, comme c'est arrivé par accident, ça peut aussi partir aussi vite. C'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, le fait que ça dure, ça se joue au réseau? Ouais, si, ouais, les réseaux, ça prend une part importante du travail. Moi, je sais que j'ai choisi plutôt Instagram qu'un autre média. Là, je vois plein de potes qui commencent à te mettre sur TikTok, etc. Bon, ça rajeunit ton public et, à mon sens, c'est pas un public qui va se déplacer dans ta salle. Donc moi, ça m'intéresse pas de faire, de rester dans le virtuel. J'ai besoin que les gens se déplacent et achètent des billets, tu vois, pour moi me faire vivre aussi. Le réseautage, ouais, c'est hyper important. Et surtout, pendant le confinement, il y a des humoristes qui ont fonctionné via que ce média et qui aujourd'hui débarquent sur scène. Je pense à des Jérôme Niel qui commence à avoir son spectacle, des Laura Felpin, des Lison Daniel, les caractères. Enfin, tu vois, c'était des gens qui étaient juste sur Instagram avec des personnages, etc., qui aujourd'hui viennent sur scène. Donc le réseau, ouais, ouais, c'est important. Moi, France Inter, je le fais surtout pour avoir une vidéo par semaine qui potentiellement est partagée. Je crois qu'aujourd'hui, si tu n'es pas une tête d'affiche, tu ne peux pas travailler sans réseau. Je connais aucun artiste qui veut démarrer qui passe pas par un réseau social. Exactement. Toi, c'est aussi les réseaux qui font vivre ton podcast, Complètement. Mais je parlais aussi en fait finalement. du réseau physique, du Ouais. réseautage. Ouais, ouais, oui. Ouais, j'ai l'impression que tu peux pas exister sans passer par Paris déjà, ce qui est fort dommage. Moi là, ça y est, je suis retourné habiter à Lille, mais j'ai été obligé entre guillemets de passer par Paris pour exister, tu vois. Euh, c'est important le réseau, mais il fait pas tout. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il existe une petite guerre des réseaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, en rentrant dans l'émission d'Arthur, je ne fais pas partie de son équipe, je ne suis pas produit par Arthur, mais je sais que tu ne me verras jamais faire un burger quiz ou un quotidien et tout, parce que je suis estampillé Arthur. Et du coup, soit tu choisis un réseau très mainstream, Canal+, ce genre d'émission, enfin,
quotidien Burger Quiz, ce genre de truc, soit tu vas dans le truc un peu plus populaire et ça te coupe. Les portes qu'on t'ouvre vont t'enfermer d'autres de toute façon. Mais choisir, c'est renoncer. Et donc, le tout, c'est. Moi, je cherche pas à avoir une carte ou appartenir à quelqu'un, tu vois. Il y en a certains qui m'ont découvert via l'émission de Demande qu'en rire. J'ai fait que 5 passages dans ce truc-là et j'étais vraiment au tout début de ma carrière. Je suis très content de ne pas avoir eu l'étiquette Ruquier parce que j'ai des potes qui ont commencé avec Ruquier et à partir du moment où l'émission n'a plus existé, bah, c'était très compliqué pour eux. Ouais, c'est un jeu d'équilibre. Il faut choisir ses guerres. Si on parle un peu d'humour aujourd'hui, comme on le disait, une multitude d'humoristes émerge. Comment tu le vis Ouais. et comment tu vois la concurrence? Je crois il y a pas de concurrence, tu sais, dans les rues où il y a plein de restos, il n'y a jamais autant de gens qui vont au restaurant. Et c'est le truc, c'est de faire ta cuisine, quoi. En gros, si je reste dans la métaphore des restaurants, euh, tu vends pas la même chose, tu cuisines autrement, chacun sa recette. Et en fait, plus il y a d'humoristes, plus il y a de gens qui potentiellement ont envie d'aller dans les salles en découvrir. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est une fausse concurrence. Ça veut dire que on fait la même chose et tu ne peux que faire naître un public pour d'autres. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où les gens m'ont vu en spectacle, soit c'est des gros fans et ils vont me suivre en tournée, ils vont en revoir plusieurs, soit euh, ils m'ont vu à la télé, c'est la première fois qu'ils font le déplacement dans une salle. Et ils découvrent que dans cette salle, il y a aussi d'autres choses à voir. Et moi, je le dis à chaque fois que je joue en spectacle, dans les salles qui m'accueillent, prenez le programme, intéressez-vous. Si vous avez kiffé sortir de chez vous, éteindre votre télé. Il y a d'autres petits humoristes qui sont pas encore connus, mais parce que moi, en fait, si tu veux, il y a 10 ans, je faisais déjà ça, enfin, sur scène, je faisais déjà des vannes, ça marchait déjà, mais j'étais juste pas connu. Euh, Ce qui fait que là, il y a plein d'humoristes justement qui sont pas encore médiatisés, pas connus, mais qui font des trucs bien. Bah, allez les voir, quoi. Donc non, je pense que plus on est... Alors après, comme je te disais, il y a aussi des déchets. Mais ceux-là vont pas faire long feu. Ça veut dire que ils vont faire une année sabbatique sur scène, ça va pas marcher, et ils se remettront à autre chose. Les gens qui marchent, bah, tous les ans, t'en as deux, trois qui émergent dans l'humour. Et c'est bien. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence, au contraire. Ouais, Je trouve justement, ça mais il y a sain. un vrai rôle de l'humour dans notre société. D'ailleurs, à quoi c'est dû pour toi? Ouais. Comment ça s'explique que le rôle ait autant d'importance aujourd'hui, finalement? Je pense que déjà, ouais, l'émission de Ruquier a fait naître des vocations. Le confinement, on a quand même remarqué que les vidéos humoristiques étaient très regardées. Les gens avaient besoin de penser à autre chose et de rire. Et peut-être que ça a fait naître aussi des vocations. Je sais pas ce qui fait que les gens ont besoin d'humour. En tout cas, je sais qu'on en a besoin depuis très longtemps. Et que je pense pas que ce soit un métier qui se perdra, ce truc-là. Ouais, non, je pense pas. Non, c'est un bon filon. Est-ce que l'humour a changé par rapport à il y a 10, 15 ans pour Ouais, toi? oui, clairement. Ah bah clairement, il y a qu'à regarder. Regarde des sketchs d'il y a 10 ans. Même les miens. Des fois, je me dis, putain, je disais ça sur scène. Alors oui, j'interprète un personnage, mais aujourd'hui, non, il y a des trucs qui se font plus. Et tant mieux. Tant mieux. Et peut-être que dans 10 ans, quand je regarderai mon spectacle d'aujourd'hui, je me dis, putain, je disais ça à cette époque. C'est pas, ça a tendance à être un peu plus lissé, ou euh, il faut être extrêmement bon. Ouais. Ou alors, quand tu fais justement du politiquement incorrect, ou du trash, ou de l'humour noir, il faut que ce soit très très bien fait pour que tu captes que c'est du second degré, quoi. Donc je pense qu'on peut encore rire de tout, mais il faut le faire de la bonne manière. C'est un frein aujourd'hui de te dire que tu as moins de liberté d'expression dans ton métier? Ouais, ça, il y a des carrières qui sautent sur une maladresse, et ça c'est fort dommage, hein. C'est le tribunal du web. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont appuyer une phrase que tu aurais pu dire au milieu de 200 000 phrases, et qui vont créer un bad buzz autour de ça. Il faut en avoir conscience. Je sais pas si moi je fais attention à ce que je dis. Je pense que à partir du moment où tu fais attention, où tu fais le tri, bah t'es plus spontané et ça marche moins, quoi. Je pense que si t'as un bon fond, il peut rien t'arriver de dangereux, hein, finalement. Ouais, rester soi. Si on parle un peu de vie pro, vie perso, quel est aujourd'hui ton Ouais, équilibre? Je crois que tu es ouais. marié avec 2 enfants, il me semble. Comment tu trouves ton équilibre? Ouais,
Ben, ça me vient justement de ma famille. Je suis pas très famille normalement, mais depuis que j'ai des filles, j'adore ça. Je crois que je me suis révélé en tant que papa. Ça m'a calmé et ça m'a appris à faire des choix. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu feu follet. J'avais envie d'aller sur tous les projets. Je disais oui tout le temps. Que ce soit bien, mal payé ou que le projet soit intéressant ou non, j'y allais pour m'enrichir. Là maintenant, ça m'a appris à faire un tri. Ça veut dire que euh, s'il y a un projet qui va pas servir ma carrière, qui va me prendre du temps, bah, je vais pas le faire. Avant, je l'aurais fait. Maintenant, mes filles sont plus importantes que ma carrière. En gros, moi, je pense que j'ai déjà fait le taf et que si ça s'arrêtait demain, ce serait pas très grave. Si demain je vois plus mes filles, là, ça va pas aller. Donc, elles ont une part plus importante pour moi, même si je sacrifie beaucoup de ma famille pour exister, tu vois, pour ce métier-là. Mais je le fais aussi pour gagner en confort pour elles. Dire que je sais si aujourd'hui je suis moins à la maison et je suis en tournée, c'est pour leur construire une belle maison. Là, je suis en train de fabriquer un loft. Enfin, c'est pas moi qui le fabrique, mais il y a des entreprises dessus. Et que voilà, si on veut des beaux trucs, ça coûte quand même de l'argent. Et pour en générer, faut travailler. Alors, je suis moins chez moi, mais en tout cas, je fais l'effort quand je suis à la maison, d'essayer de poser le téléphone et de profiter, quoi. Sans rentrer dans les détails de ta vie perso, j'imagine que ça peut ne pas être évident toujours pour celles qui partagent ta vie. Ah, mais c'est l'enfer Déjà pour elles. d'être dans l'ombre, vous Ouais. avez des rythmes sûrement différents. Comment tu gères cela? Elle m'a connu vraiment au tout début. Nous, ça fait 10 ans hein, qu'on est ensemble, 11 ans quasiment. Elle m'a vraiment connu au tout début et elle a suivi l'évolution de ma carrière et je pense que j'en serais vraiment pas là si j'étais pas avec cette femme-là. Ça veut dire que elle est toujours à m'encourager dans mes projets, elle m'apaise. Je dois être invivable et pourtant elle a un caractère qui fait que bah elle supporte quoi. Elle est incroyable, c'est-à-dire que vraiment c'est pas la vie qu'on a envie d'avoir quand on est en couple, hein. C'est-à-dire que je suis quasiment jamais à la maison. Quand je suis là, je suis sollicité ailleurs. Je viens, je dis ah ben voilà j'ai fait ça avant de lui dire au fait et toi. Euh, non c'est compliqué. Et je pense vraiment que j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui si j'avais pas rencontré cette fille-là. Maintenant, vivre dans mon ombre, elle, ça lui va, elle aime pas du tout la lumière, tu vois. C'est marrant parce que c'est une fille qui est hyper jolie, elle est canon, mais elle aime pas tout ce côté. Quand elle vient aux émissions, elle dit attends, mais les nanas, elles mettent 2 heures là à se maquiller, pourquoi? Je sais pas. Ouais, mais... Parce qu'elle dit t'es toujours entouré de filles canon. Je dis bah, elles sont juste 2 heures au make-up et il y a des belles lumières. Viens faire un tour là-bas, t'es aussi incroyable qu'elle, donc. Elle avait tendance à avoir quelques jalousies et tout, même quand j'ai fait l'émission La Danse avec les stars. Forcément, moi, Oui, bah, on 8 en heures par parle. jour, Ouais, il y a 8 des heures par articles jour, je dans la danse avec presse. Candice, ouais. Ouais, en plus, mais ça, tu sais, l'émission, elle est construite d'une telle façon pour créer aussi du buzz, tu vois. Nous, je sais qu'avec Candice, il n'y a jamais eu le couple qui se rapproche, nanana, on voyait que c'était deux potes qui dansaient, quoi. Et en fait, quand elle est venue sur place, quand elle est inquiète, ma compagne, elle vient. Elle vient voir et elle se rend compte qu'au final, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je sais que sans elle, ce serait très très compliqué pour moi. C'est vraiment un équilibre qui fait que si je peux avoir une vie professionnelle aussi foisonnante, c'est parce que à côté, j'ai une vie sociale très stable et très ressourçante. Est-ce que tes enfants veulent suivre tes traces? Hum, Je sais que mon aînée venait sur le plateau là, de danser avec les stars et elle se mettait à danser. Elle est trop mignonne parce que elle a sport le vendredi à l'école et je sais plus, il y a un vendredi où elle avait été à un prime la semaine d'avant. Tu sais, elle avait mis son t-shirt, elle avait fait un petit nœud où on voyait son petit ventre. Et la maîtresse elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit bah je fais comme Candice. Et parce que Candice quand elle venait s'entraîner, elle avait juste des brassières où tu voyais son nombril. Je trouve ça trop mignon. Je suis pas sûr qu'elle parte dans une voie artistique. Moi je suis pour qu'elle devienne ce qu'elle a envie d'être. Je suis pas du genre à mettre des freins. Si un jour c'est une petite fille mais elle se sent petit garçon, je serais ravi. Enfin je veux vraiment être à l'écoute de ce qu'elle a envie de faire et de ce qu'elle a envie d'être, tu vois. Et si elle me dit j'ai envie de devenir chauffeur-livreur, eh ben vas-y ma grande, hein. Si c'est ça qui t'épanouit, j'ai, je vais pas leur créer d'ambition.
En fait, j'ai envie d'attendre de voir ce qu'elles veulent faire. Je sais qu'elle chante très bien, c'est hyper déroutant parce que ma nana, elle chante pas du tout juste. Et notre fille, elle chante hyper bien. Enfin, elle a toujours la note juste. Et genre, on fait des blind tests où nous, on fredonne des chansons. Elle trouve tout. Elle a 3 ans. Elle est incroyable. La plus petite, elle a 11 mois, elle babille pour l'instant. Donc, je sais pas ce qu'elle va faire dans la vie, mais pour l'instant, elle est très fun et elle est très blagueuse. Quels sont tes projets pour l'avenir? Moi, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas du tout un projet. J'aimerais bien avoir un rôle cool dans, soit sur une plateforme, soit sur un unitaire, soit dans un film. Pas forcément un premier rôle, mais un rôle marquant. J'aimerais bien avoir ça, ouais. D'ailleurs, je crois que tu as eu un Et petit rôle au ciné sinon, dernièrement. ouais, mais alors, tu vois, ça aussi, j'en parlais dans le spectacle parce que ça parle d'échecs. Ils ont tourné le 2, ils ont repris tout le casting, sauf moi. Mais c'est pas que j'avais mal joué, hein, c'est juste que le personnage, il n'était pas humoristiquement intéressant, tu vois. Ils ont créé un twist à la fin du premier film, et au final, ils ont pas su exploiter ce twist. Bon, bref. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de jouer avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque, je jouais leur fils. C'est cool. Là, il y a une série France 2 qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle L'amour presque parfait, où j'ai un rôle un peu plus important, qui est marrant. Le gros projet actuel, c'est quand même la tournée, là, que j'ai repris récemment. Et ouais, les salles grandissent, ça veut dire que mon rodage, je l'avais fait dans des salles d'une centaine de places. Et là, sur la tournée, on part sur des salles de 600, 800, 1500 places. C'est le gros projet de 2022. Et puis, j'ai le projet de terminer ma maison, surtout, pour juillet, là. Ouais, et puis les salariés ouvrent. Enfin, on parle de cinquième vague en France. Ouais. Bah, essayons de surfer dessus plutôt que de se la prendre dans la On gueule. va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin, On donc l'idée verra. c'est d'y répondre rapidement. Tes citations préférées? Il y en a, il y en a une qui m'a marqué. C'est nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Je t'explique. Ma sœur à un Noël m'offre, tu sais, un genre de calendrier. À chaque fois que tout, il y a une citation. Je ne l'avais jamais ouvert. Il s'avère que le soir de ma première de spectacle, toute première de spectacle, je cherche une ceinture. Je jouais en costume et je tombe sur ce carnet de citations qui était à côté de ma ceinture et je l'ouvre et à la citation du 7 janvier, c'était nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Et j'avais jamais joué euh, tout mon spectacle devant un public. Donc je trouve cette citation forte. Et à chaque fois qu'on me dit ah non mais je suis pas capable de, je sais pas comment tu fais, bah essaye et en fait si tu te plantes, essaye jusqu'à ce que tu réussisses quoi. Donc ouais, nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé, c'est un peu mon mantra. Tes livres préférés? Je suis très Barjavel, La Nuit des Temps, Le Voyageur imprudent, L'Enchanteur. C'est un auteur qui est mort, je crois, en 1980, si je dis pas de conneries. Euh, qui est assez passionnant. Il y a qu'est-ce que j'ai lu il y a pas longtemps que j'ai bien aimé. Il y a Laurent Godet, c'est aussi vachement bien. La mort du roi de Songor, Le soleil d'Escorta, des choses comme ça. J'étais très Game of Thrones dans les bouquins. J'ai pas de genre littéraire particulier. Sinon, il y a du Damasio, La Horde du Contrevent, qui est un peu perché, mais c'est des, c'est une horde d'une trentaine de personnes qui cherchent l'origine du vent dans un monde. C'est science-fiction, hein, mais ils avancent et puis cette horde, elle est composée d'un conteur, d'un bouffon, d'une guérisseuse, enfin, il y a plein de. J'explique très mal quand j'aime bien un truc, mais en tout cas, lisez voilà, du Barjavel, du Laurent Godet et du Damasio. Top, c'est noté. Mais Des routines? voir mes filles et ma femme au moins une fois par semaine, ça fait partie d'une routine bien-être. Rire plusieurs fois par jour. Mais j'ai pas de truc. Il faut que je fasse du yoga ou du sport ou du machin, mais je sais que avoir des nouvelles de mes enfants tous les jours et regarder un peu les photos et rire, c'est un peu ouais, me remplit. Ta plus grande peur? Ah bah c'est perdre, ouais, c'est perdre ma famille. Je veux partir avant elle. C'est vraiment une plus grande peur. Si tu veux, si demain ma carrière s'arrête, bah je me dis putain j'aurais fait 10 ans d'un truc très cool. J'ai pas peur de ça. Si un jour financièrement ça va plus, je sais que je peux toujours retrouver d'autres trucs pour gagner, mais je pense qu'à partir du moment où tu as des enfants, l'idée de les perdre, c'est ta plus grande peur. Il y a pas, moi, j'ai pas peur de moi mourir, je m'en fous. Je trouve que j'ai une vie super. Donc,
Si demain un camion me renverse, tant pis, j'espère au moins avoir laissé une trace cool, tu vois, mais ouais, non, la plus grande peur, c'est pas un arrêt de mon métier ou prendre une cinquième vague, c'est ça, quoi, c'est la famille. La personne que tu admires le plus. Bah, je crois que c'est ma femme. Euh, Vraiment, elle a un côté discret, mais c'est la force tranquille, quoi. Et ce qu'elle fait là, ce qu'elle vit, quand moi je suis en tournée, gérer deux filles qui font pas leur nuit, sans jamais se plaindre, alors qu'elle est crevée là. Ouais, je l'admire beaucoup et puis justement rester dans l'ombre, comme tu disais, d'un artiste, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, quand on part en vacances, les gens viennent, ils osent pas me parler à moi, donc ils viennent voir, enfin, c'est l'humoriste, c'est lui, machin, on peut prendre une photo avec lui. Je joue le rôle de mon attaché de presse. Enfin, elle a pas de temps pour elle et elle est encore là, et du coup, ouais, je pense que c'est elle que j'admire le plus. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je crois que c'est des gens qui n'avaient rien à voir là-dedans qui m'ont dit que arrête, qui m'ont dit que j'étais pas fait pour ça. En fait, t'as envie justement de leur prouver le contraire et du coup de progresser juste pour que eux soient mal, tu sais. En fait, moi, les critiques de canapé, j'adore parce que je me dis, ces gens-là, ils sont pas dans l'action, ils sont juste en train de me regarder faire. Et ils n'existeraient pas si je ne faisais pas quelque chose. Ça veut dire que euh, la critique est aisée, l'art est difficile, je sais plus quelle est la citation, mais en gros, c'est Verino aussi qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire que les gens qui te critiquent, eux, ne pourraient pas te critiquer si tu ne proposais pas quelque chose. Et en fait, toi, tu es dans l'action. Donc moi, ce qui me fait avancer, justement, c'est le fait d'avoir des gens qui veulent me freiner. Donc le conseil, c'est pas écouter les critiques de canapé finalement. Ouais, en gros, c'est ça, en fait. Moi, ça me renforce. Justement, pour parler d'échec, un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu aurais apprise. Je sais que j'avais vécu. Eh ben, avant la toute première de mon spectacle, je devais faire 45 minutes. Donc ça, c'était en décembre 2010. Je devais proposer 45 minutes de mon spectacle au sein d'une grande soirée où il y avait plein de choses proposées. Il y avait un magicien avant moi, il y avait une stripteaseuse avant moi. Ça se jouait dans le Nord. Enfin, c'était très bizarre comme soirée. Et ça s'était extrêmement mal passé. C'est-à-dire que j'avais 45 minutes à proposer. J'ai joué à minuit et demi. J'ai pu jouer 5 minutes. Au bout de 5 minutes, les gens voulaient que je sorte parce qu'ils aimaient pas ce que je faisais. Enfin, ils étaient surtout bourrés. Et puis, c'est nul, on veut la stripteaseuse. Et je crois que cet échec, le fait de me dire, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Dans 2 semaines, je suis censé jouer 1 heure devant des gens qui ont payé leur place. Là, je devais faire 45 minutes. Je tiens pas plus de 5 minutes sur scène. Je vais jamais y arriver. Et en fait, non, ça m'a donné une force et je me suis dit des années d'après, en fait, forcément, jamais ça aurait pu marcher. Je suis personne et non, non, cet échec m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien aussi de me dire, bon, bah, il faut choisir tes prestations, choisir là où tu vas et devant qui tu joues et à quelle heure. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, quelle est ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement? Ma définition du risque et les risques nécessaires pour vivre pleinement. Euh, c'est hyper dur. Ma définition du risque. Le risque, euh, euh, c'est se mettre en danger sans que ce soit dangereux. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, quand tu vas au bord d'une falaise, tu risques de tomber. Mais tu tombes pas, tu vois ce que je veux dire? Tu restes au niveau du risque. Euh, Ça peut être ça, c'est d'aller. Le risque, c'est de se confronter au danger sans dépasser une limite. Je pense qu'il faut se mettre justement dans des zones d'inconfort et de découvrir que finalement, ce pourquoi tu paraissais ne pas être fait, eh ben, tu peux éprouver du plaisir là-dedans et augmenter justement tes skills, quoi. Mais je pense que c'est aller tester l'inconfort. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi, Laura. J'espère avoir pas été trop expansif. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
Salut, c'est Marine Baousson. Cette semaine, mon podcast Vulgaire fait partie de la sélection Acast recommande parce que, j'ai été kidnappée. Je vous explique. Moi, je faisais de la vulgarisation comme d'habitude, des blagues, 2-3 jeux de mots, une référence aux chansons des années 90, la routine. Quand soudain, il y a eu une explosion et 2 personnes sont entrées chez moi pour m'enlever. Depuis, Vulgaire est devenu un escape game. Alors si vous voulez m'aider à m'échapper, écoutez mon podcast pour trouver des indices et résoudre l'enquête. Ah, et un petit conseil, écoutez-le au casque parce qu'on a enregistré ça en son 3D immersif. Sauvez-moi en écoutant Vulgaire sur Acast et sur toutes vos plateformes de podcast préférées.